Salut à tous les randonneurs, à tous les amoureux de l'Europe. Je m'apprête à produire une dizaine de vidéos sur la randonnée itinérante dans les îles européennes. Et en préambule, dans celle-ci, j'aimerais justifier pourquoi, selon moi, les îles forment un terrain propice pour la marche dans la longueur. Et d'ailleurs, un terrain trop souvent ignoré des randonneurs les plus aguerris, mais pas par moi en tout cas, car c'est dans les îles que j'ai commencé à marcher, dans les îles grecques. Et depuis, même si je me suis tourné vers la haute montagne, j'ai toujours continué à marcher dans les îles. Et j'en ai visité à peu près 80 à l'heure actuelle. Et à part l'archipel des Açores et celui des Féroé, j'ai traîné mes guêtres un peu partout. J'ai traversé entre autres pas mal d'îles norvégiennes, la Grande-Bretagne, une partie de l'Irlande, une partie de l'Islande, les îles de la façade atlantique, donc anglo-normande, bretonne, vendéenne, les îles du Grand Large, donc Madère et pas mal d'îles des Canaries, et avant tout en Méditerranée, donc d'ouest en est, les archipels des Baléares, éoliens, dalmates, ioniens, et dans le bassin égéen des dizaines d'îles, et notamment des îles de l'archipel des Cyclades et du Dodécanèse. Et bien sûr, les 5 îles majeures de la Méditerranée, de la plus belle des mers, Chypre, la Crète, la Sardaigne, la Sicile, et pour finir, last but not least, la Corse. Et ce qui m'a toujours surpris quand j'ai marché dans les îles, c'est de croiser très peu de randonneurs itinérants, reconnaissables à leurs gros sacs partis pour des jours d'aventure. Et comme je le dis, c'est étonnant pour moi parce que les îles forment un terrain très favorable pour la randonnée itinérante, plus favorable que la moyenne montagne, et peut-être même à certaines périodes que la haute montagne. Et je vais tenter d'expliquer pourquoi. Je vois ça 3 raisons objectives essentielles, puis une plus évanescente, disons. Et cette dernière, c'est l'isolement des îles. Parce que oui, jusqu'à une date très récente, les îles, avant le développement du tourisme, avant le développement des moyens de communication modernes, elles étaient très isolées. Et donc elles ont développé une identité vraiment spécifique, des traditions très particulières sur le plan culinaire, de la langue, de l'architecture, de la façon de se comporter, de se vêtir, même de façonner les sentiers, enfin tout un tas d'aspects qui ont vraiment font l'identité des îles par rapport au continent, mais aussi d'un archipel à l'autre, et parfois même d'une île à l'autre au sein d'un même archipel. Donc visiter une île, c'est vraiment visiter un monde en soi, avec une atmosphère spécifique, et ça plaît à tous les voyageurs, et aussi aux randonneurs. Mais en plus, pour les randonneurs, cet isolement a l'avantage que la vie dans les îles est très tranquille, beaucoup plus tranquille que sur le continent. Il y a moins de délinquance, moins d'insécurité. Résultat, la police est plus affable, plus conciliante, ainsi que les locaux d'ailleurs. Et donc, vu que les autorités sont bienveillantes, disons qu'on aura moins de problèmes si on joue un peu avec la loi, sans trop abuser bien sûr, mais disons, si on passe dans des domaines privés, si on bivouaque illégalement, on sait qu'on n'aura jamais trop de problèmes. Donc voilà pour le premier avantage des îles, l'isolement, mais voilà, c'est un avantage qu'on peut discuter. Les 3 autres, par contre, pour moi, ils sont incontestables. Et le premier et essentiel, c'est bien sûr la géographie. Parce que quand on randonne, ce qu'on aime, c'est la nature. C'est s'isoler dans des coins où la civilisation n'a pas encore tout transformé. Et qu'est-ce qu'on aime avant tout? C'est les côtes et la montagne. Or, les îles ont cet avantage énorme de proposer les deux. Au niveau des côtes, elles sont généralement plus spectaculaires, plus sauvages, plus grandioses dans les îles que sur le continent, et plus abruptes aussi. Elles dépassent souvent les 500 mètres, par exemple à Madère, à Tenerife, à Capri, à Morgos, à Carpathos. Alors que sur le continent, il faut, sur les dizaines de milliers de kilomètres que compte la côte continentale, trouver quelques coins spécifiques qui tiennent la comparaison, comme les calanques de Marseille, ou des coins particuliers de la côte italienne ou de la côte yougoslave, sur lesquels je reviendrai ultérieurement. Et puis c'est pareil un peu pour la qualité des sentiers qui longent ces côtes. Ils sont beaucoup plus continus sur les îles que sur le continent. Et même par exemple le GR34 breton dont je parlais la semaine dernière, sa plus belle section c'est une variante insulaire, le GR341 qui fait le tour de Belle-Île. Et côté montagne, les îles européennes sont presque aussi généreuses parce qu'elles ont pour la plupart un relief très marqué. Il y en a même pas mal qui tutoient ou dépassent la barre symbolique de la haute montagne, les 2500 mètres. C'est une barre qui atteint presque la Crète ou bien encore l'île de Palma dans les Canaries. Et puis il y a 3 îles qui dépassent cette barre. La Corse qui est au-delà des 2007, la Sicile qui atteint presque les 3500 mètres, et Tenerife, elle, qui plafonne quasiment à 4000. Et d'ailleurs, son pic principal, le TID, c'est le sommet de l'Espagne, loin devant les pics pyrénéens ou de la Sierra Nevada. Bref, les côtes des îles et leur nature souvent montagneuse forment leur premier avantage pour la randonnée itinérante. Il y en a un second qui est lié au premier, c'est la qualité et la densité de leur réseau de sentiers. C'est une profusion de chemins qui est avant tout liée à la nature de l'économie qui était développée dans ces îles avant l'apparition du monde moderne et qui était principalement une économie pastorale, surtout dans les îles méditerranéennes, mais aussi dans les îles celtiques. Or, qui dit berger, dit sentier muletier. Les 10 sentiers sont encore intacts dans bien des îles et parfaitement exploitables par les marcheurs. Et ajoutez-y les voies pavées bâties depuis l'époque romaine, byzantine, voire vénitienne, pour connecter les vallées l'une à l'autre ou un rivage à l'autre. Ajoutez-y les voies d'accès à d'anciennes mines, les voies d'irrigation destinées à alimenter les coins les plus arides d'une île depuis les coins les plus fertiles. Ajoutez-y les centres rocailleuses qui mènent à des sommets principaux ou à des monastères perdus.
Ajoutez enfin les sentiers côtiers qui permettaient aux locaux d'épier le large et de prévenir les invasions et raids de pirates. Et vous disposez d'un réseau de sentiers très dense, bien plus que sur le continent. Il suffit de regarder une carte au 1/25 millième de la Corse, de Tenerife, de Madère, de la Tramuntana à Majorque, des îles Cycladiques comme Andros ou Sifnos. Il n'y a pas beaucoup d'endroits sur le continent où on trouve un réseau aussi labyrinthique. Enfin, outre la géographie et les sentiers, les îles ont un troisième avantage presque aussi décisif, qui est la douceur de leur climat, dû bien sûr à l'influence océanique. Alors en haute saison, quand les chaleurs sont accablantes sur le continent, il fait toujours un petit peu plus doux sur les îles grâce au vent et grâce donc à la proximité de la mer. À la moyenne saison, les îles océaniques, les îles de l'Atlantique et les îles méditerranéennes ont souvent un climat parfait pour la marche. Et pour ce qui est de la haute montagne, alors que les grands massifs continentaux sont encore complètement enneigés jusque parfois fin juin, début juillet et à partir de la mi-octobre, et dans les îles de haute montagne comme la Crète ou la Corse, on peut marcher parfois dès début mai ou en tout cas dès fin mai et parfois jusqu'à fin novembre. Et quant à la basse saison, c'est là que l'avantage des îles devient vraiment indéniable. Parce que dans les îles méditerranéennes, il fait encore une chaleur tout à fait acceptable en journée. Il fait souvent plus de 10. Et puis les nuits sont vraiment douces. À altitude correcte, il fera jamais sous les zéros. Donc un système de couchage 3 saisons vous suffit pour passer une bonne nuit. Et voilà, vous pouvez marcher facilement jusqu'à 1500 mètres sans rencontrer de neige. Et c'est encore plus décisif pour les îles du Grand Large, donc les Madères ou les Canaries, parce qu'à Madère, il y a un petit hiver, mais quand même pas très prononcé, et j'y ai marché en mars, vraiment sous un climat très agréable. Et alors dans les Canaries, là c'est le panard, parce qu'il n'y a tout simplement pas de saison. Donc si vous allez en décembre ou en janvier, vous aurez quasiment les mêmes températures au niveau de l'océan et puis surtout des terres qu'en plein été. Donc du fait de cet avantage climatique des îles, voilà ce que je conseille aux randonneurs. En pleine saison, il faut randonner avant tout dans les grands massifs continentaux, les Alpes, les Pyrénées, l'Apennin, les Carpates, les Balkans, les Sierras ibériques, les montagnes du nord de l'Europe, en Scandinavie, en Angleterre. C'est là que vous vivrez vos plus belles aventures. À la mi-saison, par contre, faut commencer à considérer un peu les îles. Et hors saison, elles deviennent la priorité. Et si vous hésitez à faire votre choix entre toutes les îles à votre disposition, mes prochaines vidéos vont éclairer votre lanterne. Surtout qu'elles vont répondre à un problème majeur qui se pose dans les îles, c'est que dans pas mal d'entre elles, il n'y a pas vraiment de sentier de grande randonnée officiel, balisé, marqué, qui permet d'en faire le tour ou de les traverser intégralement. Il y a bien le GR20 encore, bien sûr. Et encore, c'est pas une traversée intégrale, mais c'est quand même quasiment toute la Corse qui est traversée par ce sentier. Il y a le GR222 à Minorque qui fait le tour de l'île, le Camille de Cavals, qui est très bien. Il y a le GR221 à Majorque, mais lui par contre est très perfectible, j'y reviendrai. Il y a les Sentiero Italia qui traversent l'Italie et la Sardaigne, mais alors eux ils sont lamentables. Mais dans la plupart des autres îles, il y a plein de petits sentiers balisés à gauche à droite, mais il n'y a pas vraiment de grands sentiers de randonnée. Et dans certaines îles d'ailleurs, il y a parfois même pas du tout de sentiers de balisés, ou bien carrément pas du tout de traces cartographiques de chemins qui existent pourtant bel et bien. Et donc c'est à ce problème que vont répondre mes vidéos, parce que pour toutes les îles que je vais évoquer, j'aurai en description des traces GPS bien précises que j'ai testées par moi-même, donc qui sont assez sûres, et qui vous permettront soit de traverser l'île, soit d'en faire le tour, soit de visiter une partie conséquente parmi les coins les plus intéressants de l'île. Donc ces vidéos, il y aura d'abord un top 10 des îles grecques, dont je suis vraiment un grand spécialiste, et puis des conseils pour planifier la traversée du plus bel archipel grec, les Cyclades. Il y aura aussi une vidéo sur ma technique pour bivouaquer de la meilleure manière possible en Grèce. Et puis après, je ferai un top 10 des îles européennes. Et pour les 5 plus belles, je ferai vraiment des vidéos dédiées avec des examens de tracé et tout pour que vous en sachiez un maximum. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une première vidéo sur le top 10 des îles grecques. À très bientôt.